Donc, avançons. Notre troisième joueur du jour. Partons sur Joe Ingles, du coup. Joe Ingles, 6 saisons sur la décennie, 8 points de moyenne et 26 minutes de jeu en moyenne sur cette décennie. 12 000 minutes au total, 161e total, donc pas si loin que ça. 478 matchs. Pas de récompense individuelle et pas de palmarès sur la décennie. Pas de comparaison de draft aussi, malheureusement, puisqu'il n'était pas un prospect qui était très connu à l'époque. Donc, pas de comparaison de NBA Draft ou de Draft Express à l'époque. Par contre, au niveau des surnoms, on a des surnoms qu'on connaît. Alors, on a Jingly Joe, je pense que tu connais. Jingles également. On en a un autre, c'est Slow Mo Joe. Donc voilà, c'est comme Kyle Anderson finalement. Mais bref, donc au niveau de son parcours rapidement. Donc je disais, il a 27 ans au début de notre décennie, mais c'est quelqu'un qui a été non drafté en 2009 à l'époque, et qui n'était pas du tout un prospect, un énorme prospect sur l'air d'art. Donc non drafté en 2009. Entre-temps, il avait passé du temps au Barça et au Maccabi Tel Aviv avant de rejoindre la NBA. Et donc Summer League 2014, il fait les Summer League avec les Clippers, repêché par Utah en octobre 2014, et puis ça commence ensuite, saison 2015, il fait une vingtaine de minutes de jeu dans cette jeune équipe de Utah, pas de playoff malheureusement. Saison 2016, 15 minutes de jeu de moyenne dans cette équipe de Utah où il apporte un peu son leadership déjà, hein, il a 29 ans déjà, quasiment. Pas de playoff non plus 2016. 2017, 24 minutes de jeu pour lui, ça augmente un peu, dans un effectif qui d'ailleurs fera les playoffs. Lui, il a 7 points de moyenne et 3 assists de moyenne, et en playoff, ça bat les Clippers au premier tour, et ça tombe contre les Warriors de KD au deuxième tour. 2018, ça augmente encore, 31 minutes de jeu pour Joe Ingles qui est titulaire, 12 points de moyenne, 5 assists, et en playoff, ça tombe contre Houston au deuxième tour. On connaît, hein, c'est le même Utah que Jay Crowder dont on vient de parler. 2019, 31 minutes de jeu pour Joe Ingles, 12 points de moyenne, 6 assists, et en playoff contre Houston au premier tour des playoffs 2019 du coup, et 2020 pour finir, 30 minutes de jeu dans cette équipe de Utah, 10 points de moyenne, 5 assists, et en playoff, malheureusement, il tombe contre Denver au premier tour, dans la bulle, cette fameuse série en 7 matchs. D'ailleurs, c'est un peu dommage au niveau de notre découpage qu'on ne compte pas la saison 2021 où il était absolument fantastique, mais bref, c'est le jeu. Et donc, c'est vrai que pour te lancer, finalement, on l'avait repêché, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de longévité et même en termes de niveau de jeu, peut-être. En termes de longévité, c'est sûr, même si, bon, il y a combien 4 saisons très complètes, on va dire. En termes de niveau de jeu, en fait, ce qui est vraiment très spectaculaire quand on regarde les stats de Joe Ingles, c'est l'efficacité offensive qui est vraiment remarquable, parce que c'était un très bon shooter. Enfin, je dis c'était, il est pas décédé, hein, il joue toujours, même s'il est blessé. Il n'est pas décédé, mais il est bien blessé quand même. Voilà, il est bien blessé, le pauvre. Mais c'est vrai que ses stats de tir sont vraiment très impressionnantes, avec un usage qui est pas énorme, mais qui est respectable. La saison 2016-2017, il tourne à 1,23 points par tir, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est 98e percentile. Alors, ça venait du fait qu'il prenait beaucoup de 3 points, mais que toutes les tirs au cercle ou les tirs mi-distance qu'il prenait, qui étaient assez rares, il les mettait quasiment tous. Enfin, quasiment tous, j'exagère un peu, mais il avait une très bonne efficacité. Donc c'est un joueur d'une très très grande propreté, et par ailleurs un très bon passeur, très très bon sur pick and roll, et qui malgré tout avait un rôle très important dans une des meilleures équipes de saison régulière de la fin de la décennie. Donc de ce point de vue-là, je dirais pas que sportivement il y a rien. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de longévité, et puis je dirais qu'il y a aussi peut-être une petite baisse de niveau en play-off. Alors pas forcément offensivement, mais c'était quand même une cible défensive, même s'il était correct, mais au plus haut niveau, ça devenait un peu plus compliqué. Donc c'est un cas un peu compliqué, je trouve, parce que il aurait fait 7 ou 8 saisons comme ça, quand même, là. Il y aurait été, ouais. Il y aurait été, parce que 7 ou 8 saisons comme ça, c'est pas rien. Là, on en a 4. Je sais pas. 4 sans aucune qui est de All-Star, quoi, ni même proche de All-Star. Donc c'est compliqué, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de cas que ça de joueurs qui sont des role-players ultra efficaces comme ça, mais avec un rôle offensif de playmaking, qui soit pas juste du catch and shoot, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que dans le classement, on a soit des joueurs qui ont 2, 3, 4 saisons, mais de haut niveau, soit des joueurs de son niveau, mais qui en ont peut-être 5, 6, 7, 8, on va dire. Donc c'est là où son cas est compliqué, même si moi, c'est vraiment un joueur que j'adore et un profil que j'adore.
Après, il y a toute la question de comment est-ce qu'on juge, d'où vient la valeur en fait. Parce que tu vois, si on compare son cas avec, je sais pas, moi je dis des Amari Stoudemire ou des Carlos Boozer ou des Josh Smith par exemple, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois, tu prends des cas comme ça, finalement, ok, gros volume, grosse responsabilité, mais beaucoup moins efficace. Et en défense, parfois pas top. Donc finalement, quel profil te donne plus de valeur entre le mec qui va être à 20-25% d'usage ou 28, mais moins efficace que la moyenne? Est-ce que ça, finalement, ça a plus de valeur ou pas qu'un role player qui est à peine à 15% d'usage et à ce point efficace et à ce point, bon playmaker, bon défenseur aussi, je trouve. C'est un peu compliqué parce que c'est toute la question, c'est est-ce qu'on donne de la valeur au gros volume ou est-ce qu'on donne de la valeur à l'efficacité, sachant que, enfin voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire au niveau de ce dilemme, ouais. Ouais. Et puis alors, je vais peut-être faire hurler certains, mais il y a un côté, si on peut comparer un profil à la fois en longévité et dans le style, en sortie de banc, il y a un peu de Manu Ginobili dans le profil de Joe Ingles. Alors évidemment C'est moins ça, bon, ouais. mais le fait est que Manu Ginobili, il est classé assez haut. Ouais, c'est un vrai débat et qui est intéressant du fait que on va parler ensuite de Lou Williams, Ouais. voilà, qui est lui aussi en sortie de banc, mais beaucoup moins efficace, mais plus de longévité. Je sais pas, je pense que j'hésiterais plus s'il y avait 5 ou 6 saisons, quoi. Là, 4, c'est vraiment très peu. Pour faire un peu l'argumentaire, on va dire. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup. C'était un porteur de balle, on va dire, tertiaire dans ces équipes-là. La valeur que je trouve aussi, c'est que c'était encore un Utah qui était très défensif à l'époque. C'est pas le Utah premier de NBA à l'offensive rating comme on a eu en 2021 et 2022 avec Conley Mitchell. Là, on était encore sur la période, notamment avec Ricky Rubio, c'était plutôt une assise défensive. Et l'attaque de Utah, sur les 3 années où lui est titulaire, on est sur du 16e de NBA, 14e de NBA et 11e de NBA. Donc on était plutôt sur la valeur, pour moi, la valeur de ce profil-là, c'était que défensivement, lui, il tenait très bien dans ces schémas-là, où Utah était déjà une défense d'élite, et il apportait un peu cette touche d'attaque et cette création dans un effectif défensif, justement. Et pour moi, il avait une place qui n'était pas négligeable dans cette création offensive, donc c'est là-dessus où je trouve que ça a de la valeur. Les usages, effectivement, sont pas gros, notamment sur Basketball Reference, on est sur du 16%, 17%, 15% en 2018, 19 et 20. Mais on rappelle que les usages de Basketball Reference ne prennent pas en compte forcément le passing, hein, c'est que du scoring. Et donc voilà, c'est un peu trompeur légèrement, entre guillemets, dans le sens où cet usage ne reflète pas non plus toute la partie passing qu'il avait. Et il fait 3 saisons à plus de 5 passes de moyenne, il me semble, 18, 19, 20, ou autour des 5 passes de moyenne. Donc il y avait cette importance-là. Playmaker assez sous-estimé, je trouve. Toujours des bonnes décisions et toujours capable sur pick and roll, capable sur drive occasionnellement, extrêmement altruiste, avec en plus une bonne taille et une bonne vision, donc ce qui permettait aussi de débloquer pas mal de choses. Donc il y a ce côté-là que j'aime bien sur le niveau du playmaking et un scoring qui était, ben voilà, on a beaucoup parlé du coup d'opportunité sur les podcasts récents avec des Mar DeRozan ou des Russell Westbrook, et c'est un peu l'analogie que je faisais tout à l'heure là, avec d'autres joueurs qui ont 3-4 saisons, mais sur des plus gros volumes, mais moins efficaces. Moi, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement plus de valeur que quelqu'un qui a un plus petit usage, mais qui est ultra efficace là-dessus. Donc ça, c'est à considérer aussi peut-être, sachant que en plus de ce scoring on-ball, on va dire qu'il y avait aussi du spacing, puisque c'est un excellent, comme tu as dit, shooter à 3 points, donc il y avait la valeur off-ball d'offrir un certain spacing. D'ailleurs, il a 42% sur ces 3 années, 4 années entre 2017 et 2020, 42% d'efficacité sur plus de 5 tentatives par match. C'est quand même pas mal, quoi. Donc il y a des trucs à bricoler, on va dire. J'avais aussi, tu vois, dans le classement, on peut transitionner vers le classement, hein, si tu veux, et vu qu'on discute de ça. On a tu vois, des cas comme Chandler Parsons. Comment tu juges le duel avec Chandler Parsons, qui lui aussi n'a que 4 saisons? Bah, oui, en fait, je vais me contredire parce que je m'aperçois que je l'avais mis dernier des 5, mais je suis en train de me demander si j'ai pas eu un peu tort. Ouais, moi, je le mettrais dans l'absolu au-dessus de Parsons, je crois. Et en même temps, est-ce que j'aurais eu Parsons aussi haut dans le classement? C'est toute la Peut-être pas. question. Peut-être pas, ouais. Euh, Sachant que Parsons, quand même, peut-être a des usages plus gros et plus de responsabilités, sans doute, que n'a eu Ingles. Mais je pense ouais, qu'on est mais sur des cas assez similaires, hein. ça doit pas se jouer à grand-chose, hein, parce que là, Ingles, les 2 dernières années, il est autour de 17-19. Je vais regarder vite fait avec Parsons où ça en est, mais ça m'étonnerait que Parsons soit beaucoup au-dessus. Est-ce qu'il était à plus de 20? Ouais, il est
un tout petit peu au-dessus. Parsons, il est sur ses bonnes années entre 19 et 20,4. Donc c'est pas une différence folle, quoi. Tu vois, même, ou alors on peut en prendre un autre. Hein. Bon, alors, Ray Allen, par exemple, il a que 4 saisons. Il y en a une qui est All-Star, c'est vrai. Il y a quand même une saison All-Star et après, c'est du 20 minutes à Miami et un peu à Boston. Je pense quand même que Ray Allen est au-dessus. Oui, moi aussi. Après, tu vois, c'était tout le cas compliqué de Tobias Harris. Hein. Pareil, Tobias Harris, c'est le dilemme du coup d'opportunité. Il fait 10 saisons et en même temps, aucune valeur, quoi. Enfin, je veux dire, ok, il prend des tirs, mais avec le rendement moyen de NBA à peine, et encore. Est-ce que finalement, en 3-4 ans, sur les minutes où il a joué, il n'y a pas eu une plus-value de la part de Ingles qui était similaire, voire supérieure à celle de Harris, où défense plus nulle, playmaking 0 et scoring à peine le rendement moyen de NBA. Tu vois, finalement, moi je me dis autour de Tobias Harris, ça me dérangerait pas, quoi. Ouais, non, mais effectivement, ça fait sens de dire ça. Est-ce qu'on n'a pas mis beaucoup un peu bas du coup? Non, parce que alors je sais pas en termes de minutes, mais en termes de minutes, il doit pas être loin, Ingles, de Bogut, ou même devant, non? Tu dois avoir ça sous les yeux, mais... Laisse-moi vérifier, 12 000 minutes pour Joe Ingles, effectivement, alors que Bogut, on est autour des 9 000, ouais. Ouais, donc non, je pense que ça se tient de mettre Ingles... Dans Bogut, on l'a mis devant Thompson, donc Ingles serait devant, non, ça se défend, je trouve. Hein. Écoute, on peut le mettre là, hein, si tu veux. Donc, on met devant Tobias Harris. Devant Tobias Harris, ok. Faisons ça. J'assume totalement le biais de j'adore ce joueur et ce profil. Peut-être que je le surestime. Vu qu'on est sur de la valeur cumulée, c'est pas impossible que effectivement je me contredise moi-même. mais bref. Donc oui, minutage de playoff, je l'ai pas cité, 1100 minutes de playoff, 117e, pas non plus top, mais tu vois, en minutage de playoff, il est quasiment à 33 minutes de jeu par match en playoff quand il jouait. Donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est un rôle majeur, on va dire, en playoff, même s'il n'a pas eu tout le temps ce rôle majeur en saison régulière. Mais bref, donc petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? L'équipe du Jazz, la jeune équipe du Jazz qui fait les playoffs pour la première fois en 2017. Est-ce que tu es capable de me citer certains joueurs de cette équipe de 2017 du Jazz? Alors, il y a Gobert. Oui. Rodney Hood. Tout à fait. Alors là, je suis impressionné par Rodney Hood. Dante Exum. Exum est par là, oui, tout à fait. Est-ce que Rubio est déjà là? Non, c'est encore l'autre meneur juste avant. George Hill? Exactement, George Hill. Ok, donc Hill, Ingles, Derek Favors, ou alors il n'est pas encore revenu? Non, c'est bon. C'est bon, il est revenu. Il te manque le franchise player quand même, qui ensuite est parti. L'été juste après est parti à Boston. Ah bah oui, Gordon Hayward, bien sûr. C'est avant son départ. Gordon Hayward, ouais. Alors ensuite, on doit avoir... Il te manque un autre gros, on va dire. Enfin, gros, pardon, c'est un jeu de mots. Notre gros joueur de la rotation, qui a eu un renouveau aux Spurs, et qui a fait une petite pige à Utah, et qui a bien aidé cette équipe de Utah, de jeunes. Boris Dio? Exactement, Boris Dio. Boris Dio, alors aucun souvenir de ça. C'est vrai? Aucun souvenir de Boris Dio à Utah? Eh ben non. Écoute, là, vraiment, aucun. Non, bizarre, hein, mais... Et puis après, alors on avait un meneur backup, je sais pas si tu l'auras, qui était aussi passé par Butler en même temps que Gordon Hayward. Ça te parle ou pas, ça? Oui, Shelvin Mack. Exactement, Shelvin Mack. Je m'attendais pas forcément à ce que tu le trouves. Est-ce qu'ils ont, en parlant de meneur, est-ce qu'ils ont Raoul Neto? Exactement, Raoul Neto est là. Tout à fait, je suis impressionné. Attends, parce que j'essaye de retrouver leur choix de draft. Ils ont pas Trey Lyles? Exactement, Trey Lyles aussi. Effectivement, il est là, Trey Lyles. Et en fait, c'est mieux quand je passe par la draft. Et Alec Burks? Exactement, voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Alec Burks, qui n'a jamais explosé offensivement comme eux l'auraient voulu. Alors, il te manque aussi un autre vétéran qui avait mis, évidemment, qui était venu et qui avait mis un buzzer beater contre les Clippers au premier tour, il me semble. Ah bah, Joe Johnson, alors? Exactement, c'est Joe Johnson. Et puis, t'as à peu près tout le monde. Je t'épargne Joel Bolomboy et je t'épargne aussi Jeff Whitey. Est-ce que tu te souviens de Jeff Whitey? Oui, qui était censé être un protecteur de cercle super bon, qui venait de Texas, ou non, peut-être pas de Texas. Kansas, ouais. Défenseur l'année à Kansas, ouais. Dans l'équipe de Ben McLemore. Oui, Et finalement, Walker Kessler actuellement est en train de faire mieux. Enfin, ce qu'on espérait que Jeff Whitey fasse, il est en train de le faire, Walker Kessler.